Sécure, épisode spécial. Je suis copain de Benoît. Comment vas-tu? Salut, ça va super à toi? Super aussi. Cette fois, on va parler de culture de sécurité en entreprise. C'est parti du fait que tu avais partagé un article sur LinkedIn il y a quand même quelques mois. Et c'est un peu compliqué de trouver un temps pour faire atterrir nos horaires. Et j'ai trouvé très intéressant cet article-là parce que c'est un élément très important en entreprise. C'est pas présent. Puis l'article aborde quand même des bons aspects, au moins des éléments de départ pour aider les entreprises qui n'en ont pas encore et comment aller plus loin avec ça. Que je vais te laisser commencer avec ça. Ouais, c'est ça. Donc, c'est un article paru dans le Harvard Business Review que je lis tous les jours. Là, pour moi, c'est vraiment une bible. Mais je trouvais ça intéressant, cet article-là, puis je trouvais intéressant qu'on en parle là, parce que c'est souvent je vais dire un des problèmes principaux qu'on voit en organisation là, par rapport à la sécurité. Le titre, c'est Create a Company Culture that takes Cybersecurity Seriously, donc paru en juin 2025. Essentiellement, les articles discutent justement un peu là, du problème là, qui est on essaye de mettre en place de la sécurité, mais si la culture ne suit pas, au final, c'est que tu vas te retrouver avec une série d'outils peut-être mal utilisés, pas alignés avec les stratégies d'affaires, des gens qui sont là mais qui sont pas tout à fait là, des gens que tu vas essentiellement mettre sur la touche parce qu'ils se sentent pas au sein de l'organisation. Puis essentiellement, leur solution passe par 3 points, c'est Connect, Reduce Uncertainty, Inspire Action. Donc, Connect, évidemment, c'est toute la question de la communication, comment qu'on fait dans une organisation pour s'assurer que les gens se parlent, essentiellement. Puis, non seulement que les gens se parlent, mais qu'ils se parlent avec le bon niveau, le bon ton, essentiellement. Si tu parles à quelqu'un qui est exécutif, tu parles peut-être pas de la même manière que quelqu'un qui est dans le shop, pour utiliser ce terme-là. Oui, qui n'est pas à la même place, puis on n'est pas dans la même zone. Puis la communication, c'est malheureusement un des points qui bloque le plus en cyber, puis qui, dans ce que je vois dans les organisations, qui ne permet pas de transcender l'organisation parce qu'on devient hermétique un peu dans notre vocabulaire, on n'est pas à la bonne place, on ne permet pas ça. Donc, si on est hermétique, incidemment, les gens n'adopteront pas ce qu'on dit, ne verront pas pourquoi ils devraient adopter d'ailleurs ce qu'on dit et devenir des personnes qui vont relayer le message de cybersécurité dans l'organisation, qui va aider justement à répandre la bonne nouvelle, comme on aime bien dire. Ouais. Mais il faut effectivement des moyens de communication efficaces. Puis les gens en cyber particulièrement sont très mauvais en communication. On est notamment beaucoup plus dans le shaming, dans pointer du doigt la faute, au lieu d'être bienveillant et d'aider les gens à sortir d'une situation plus problématique. Donc, de faire adhérer les gens à une idée plutôt que de dire t'es mauvais, puis t'es un peu... bref. Ouais. Puis tu vois, dans l'article, justement, il parle de construire la réciprocité, c'est-à-dire que si tu abordes quelqu'un ou un groupe ou peu importe, une section de l'organisation, puis tu te dis, mais regarde, on a besoin de vous autres. La réalité, c'est que c'est ça, là, c'est la réalité de la sécurité, c'est que ben beau être le meilleur, là, tu peux pas te faire tout seul. Là, fait que t'as besoin de ces gens-là. Ton rôle là-dedans va être de justement les outiller, puis de finalement tu vas utiliser le terme anglophone là, parce que souvent en français, je trouve que les traductions sont moins intéressantes, mais l'empowerment, là, donc la capacité de donner à tes gens la force d'action ou la puissance d'action qui va leur donner l'impression d'être efficace là-dedans aussi. Là, fait que, puis comme tu dis, souvent ça passe par de la pédagogie. Puis si t'es pas capable d'expliquer tes affaires, ben ça passe pas auprès des gens. Là, puis le shaming, là, ça je le vois souvent. C'est pas marche pas bien, là. C'est pas une bonne stratégie, ce genre de choses-là. Puis j'imagine que ça doit être un peu nos racines chrétiennes qui ressortent un peu à travers cet élément-là.
Et il faudrait s'en débarrasser, apprendre à aller un peu plus loin, puis amener ça. Puis j'aime ça aussi, un peu ce que tu dis. Somme toute, pour moi, la sécurité, c'est un petit groupe dans une entreprise, c'est pas un gros groupe, contrairement à ce qu'on a tendance à voir ou à cette espèce de mouvement-là de gens. C'est les technos qui vont opérer, c'est les gens business, c'est les RH, c'est les autres départements qui vont mettre en œuvre le plus gros de ce qu'on fait. Mais nous, on est là pour les aider à mettre en œuvre ou à intégrer dans leur pratique les différents éléments. Donc, il faut amener ces gens-là à comprendre, à leur parler dans leur vocabulaire. Puis là, tu parlais au bon niveau, effectivement, d'exécutif aux gens sur le plancher. Par ailleurs, il faut aussi qu'elle soit horizontale. Fait que quand on parle au RH, on parle de choses différentes. Quand on parle au TI, on parle d'autres choses. Quand on parle avec les opérations, on va parler d'autres choses. Quand on parle avec le business, on parle d'une autre façon. Fait qu'il faut même nous-mêmes être capable d'être horizontal et vertical dans la façon de communiquer parce qu'on a une place importante et on est là pour la business. Là, on supporte la business. Puis ça, je le vois encore, un peu moins, mais heureusement. Mais à une époque, je chialais beaucoup sur le fait que la sécurité travaillait pour elle-même. C'est-à-dire qu'on travaille pour nous-mêmes et non pour les affaires, pour la business, pour l'entreprise dans laquelle on est. On est au service de l'entreprise parce qu'on protège ses actifs, pas les nôtres. Moi, j'installe pas des firewalls, puis moi, c'est pas mon univers. Moi, j'installe ou je suggère des équipements parce que ça sert au bénéfice de l'entreprise, donc à protéger ce qu'ils veulent protéger. Et c'est même pas moi, la limite, qui détermine ou qui est propriétaire de ces mécanismes-là, parce que c'est business. C'est eux qui prennent le risque. Moi, j'en prends aucun. Je suis heureux d'ailleurs de prendre aucun risque. Oui, moi, je me dis, c'est ça, vous êtes possible. Puis, tu sais, tu parlais tantôt, par exemple, tu sais, de parler HR, parler aux finances, tu sais, il n'y a pas le même langage, il n'y a pas les mêmes, tu sais, les mêmes réalités au quotidien. Mais, tu sais, puis je vais dire ça, je le dis souvent comme expression, ça, ou comme adage, tu sais, demande à quelqu'un, tu sais, tu donnes une pelle à quelqu'un, creuse-moi un trou. Ben, tu sais, il va dire, ben, pourquoi tu veux que je fasse ça, tu sais. Tu t'expliques pas le pourquoi, là, puis tu t'expliques pas le contexte, puis tu sais pourquoi ça serait important qu'il creuse le trou. Il le fera pas, là, tu sais, fait que nécessairement. Oui, il va le faire, mais de façon complètement absurde, puis ça ne fonctionnera pas. Puis on le voit dans certains travaux publics, par exemple. Oui. On voit clairement que la déconnexion, parce que les gens on leur a pas expliqué le pourquoi, et on fait juste dire, ben, fais-le. Et là, mais ils vont le faire. Mais des fois, ça fait pas de sens, puis c'est pas la faute de l'exécutant que ça fait pas de sens, c'est parce qu'en haut, ils n'ont pas descendu le bon message vers le bas. Ouais. Et manque ce lien de communication-là qui permet à ces personnes-là de dire « Hey, oh, il y a un problème, je ne creuserai pas un trou n'importe où. Où tu veux ton trou, pourquoi tu veux ton trou, et aussi de faire confiance à l'intelligence des gens. Et ce que je crois qu'on fait à l'heure actuelle, en tout cas ce que je vois en général, contre le fait d'intelligence des gens, on les traite comme des drones, finalement, des robots. Mm-hmm. Et puis un petit crochet par rapport à ce qu'on parlait précédemment en off, le AI accélère cette déconnexion-là entre les gens, d'avoir des discussions entre humains et d'avoir ce lien-là qui se construit justement pour arriver à quelque chose, parce qu'il demeure une organisation, c'est des humains réunis ensemble pour un projet commun. Exact. J'avais... puis c'est tout ça... Puis tu l'as mentionné tantôt, ça part du haut, là, nécessairement. Si la personne en haut ne croit pas, ben, ça va être bien difficile de faire en sorte que ça descende jusqu'en bas. Parce que ton boss au quotidien, ça c'est un truc, là, souvent en sociologie, on parle des speech acts. Là, la manière dont tu parles, ben, c'est une action d'une certaine façon. Fait que si ton boss au quotidien, un, t'en parles jamais, deux, quand tu t'en parles, une perte de temps, ça, combien ça coûte, c'est sûr que ça va être difficile de faire en sorte qu'il y ait une culture de la sécurité qui passe. Fait que, mais si par contre, ça passe d'en haut puis que ça descend, ben là, l'affaire étant, c'est que ça prend comme tu dis, une discussion, ça prend de la relation. T'sais. Si t'es juste pour envoyer des documents puis que ça rentre dans un courriel comme le reste, puis tu parles jamais à personne de ça, puis qu'il n'y a pas de face qui est liée à ça, il n'y a pas de relation directe là, avec quelqu'un, ben ça va être
beaucoup plus difficile de faire avancer ta culture. Puis par expérience, une des places que j'ai vues que pour moi était le modèle le plus intéressant en termes de, disons, d'influence de la sécurité, c'est Ubisoft à l'époque. Je ne sais pas si c'est encore comme ça là, maintenant, là, mais à l'époque, on avait, dans le groupe de sécurité d'Ubisoft, il y avait essentiellement je vais les appeler des ambassadeurs, là, mais en fait, c'est que tu avais différents responsables en sécurité qui étaient attachés à des projets. Ces gens-là, ils allaient sur les réunions de projets, ils allaient, voir comment un jeu se développait, etc. Puis, ils faisaient juste, oubliez pas ça, ça pourrait peut-être vous empêcher d'avoir des problèmes down the road. S'il y avait des questions aussi, les gens étaient comme, oui, Benoît, lui, il est responsable justement des HR, oui, Benoît, le gars de sécurité, le Benoît. Mais la face, moi, je m'allais me promener dans les bureaux, là, puis j'allais distribuer des bonbons là, aux gens. Là. Fait que là, c'est comme, oui, Benoît, c'est le gars de sécurité qui m'amène du sucre. Fait que c'est comme, oui, OK. Fait que créer ces réflexes-là, ça crée des discussions. Ça crée évidemment, justement, ce réflexe-là de poser des questions, de mieux comprendre c'est quoi les enjeux, puis d'avoir un impact au final sur la culture globale de sécurité. Là. Oui, puis c'est ça, on revient toujours sur la communication entre humains pour arriver à quelque chose, puis effectivement, c'est une des choses que j'utilise énormément, puis c'est la seule façon, puis la preuve, je fais le podcast, justement, est un véhicule de communication pour amener à faire comprendre aux gens l'essentiel, et en même temps, puis là, on parlait des HR notamment ou des autres éléments dans l'entreprise, c'est des parties prenantes, même s'ils ne deviendront pas des experts en cybersécurité. Ils vont comment avoir des réflexes qu'on va développer, pas des réflexes techniques, mais des réflexes pour déceler des éléments qui sont hors normes, par exemple, où les choses ont changé. Donc, nos réflexes, on doivent s'adapter au réel de ce que c'est. Puis c'est pas tant différent. Les attaquants n'ont pas réinventer beaucoup de choses, mais les façons de faire ont un peu modifié. Donc, il faut juste passer le message, verrouiller vos portes, des éléments de base que les gens vont commencer à avoir actionnables et que ça leur fait sens aussi. Il faut parler en leur faisant sens, parce que ça fait pas de sens. Je dis, pourquoi tu creuses un trou? Ben là, tu dis, parce qu'on me l'a demandé. Ben, ça fait pas sens. Pourquoi tu creuses ton trou? Parce qu'on doit planter un arbre demain dedans. Bon, là, ça fait sens. Puis là, l'endroit qui va être choisi va être propice à le fait que l'arbre va pouvoir grandir, par exemple, correctement, ou par rapport au plan d'aménagement qui est sélectionné. Donc, c'est expliqué, ça fait sens. Mais en même temps, ce qu'on voit beaucoup en entreprise, puis je ne sais pas si tu as une expérience similaire, le message est beaucoup absurde ou ne fait pas sens. C'est-à-dire qu'ils font sans comprendre ce qui est demandé, qu'ils font juste descendre le message vers le bas. Parce que ça a été décidé, parce que les gens, dans leur tour d'ivoire en haut, ont eu une idée. Et là, c'est pas sans rappeler que le AI est exactement dans le même univers où les gens en haut ont eu une idée et descendent l'idée sans aucune compréhension de ce qui va en bas. Ben, à ce moment-là, c'est sûr qu'il y a un disconnect qui se crée. Puis l'espace à la communication et à connecter les gens ensemble dans cet univers-là n'est pas présent essentiellement. Ouais, c'est ça. Puis, effectivement, c'est souvent un des problèmes, de donner du sens au travail qui est demandé. On ne se l'enlèvera pas, là, la sécurité, c'est une tâche supplémentaire bien souvent. Là, fait que, bon, faut que j'aille faire ma formation. Faut que, faut que, je vois un courriel, faut que je l'envoie à l'équipe de sécurité. Ben, je trouve ça louche. Là, c'est du surplus là, que tu demandes aux gens. C'est une charge cognitive supplémentaire. Puis, bon... ceux qui l'ont jamais lu, là, vous irez lire Daniel Kahneman, là, Thinking Fast and Slow, là, système 1, système 2. La vaste majorité des gens fonctionnent dans le système 1 au quotidien. Le problème de la sécurité, souvent, c'est que tu vas demander d'aller fouiller dans le système 2, de prendre du temps, de l'énergie que ton cerveau veut pas. Ton cerveau, il veut pas fonctionner dans le système 2 là, de base, parce que tu es en mode survie, là, essentiellement. Là, fait que faut que tu veux aller solliciter ça. Nécessairement, les gens, là, faut qu'ils soient, qui a le réflexe, faut que tu crées ce réflexe-là, puis deux, qu'ils sentent que ça a un aspect positif, là, parce que sinon, ils vont juste aller dans le système 1, là, puis ils se poseront pas de questions, puis ils vont continuer à fonctionner comme si de rien n'était, puis là, jusqu'à temps qu'il arrive une chenoute, puis là, ils sont comme, ben, ouais, OK, mais
je l'ai pas vu venir ou j'ai pas pensé ou quoi que ce soit. Fait que c'est ça là, qu'il faut garder à l'esprit, là, c'est que la sécurité, bien souvent, c'est pas pour les gens dans une organisation, c'est pas un réflexe, c'est pas donné, c'est pas quelque chose avec lequel ils ont eu à flirter dans leur vie. Puis deux, ben, c'est un effort supplémentaire. Fait que faire cet effort supplémentaire-là, c'est pas évident. Là, faut que tu mettes disons, les conditions gagnantes avec lesquelles les gens vont se dire, OK, ça vaut la peine. Fait que, sinon, tu pars dans une bataille qui va être perdue d'avance. Oui, c'est très, très long. Puis on parle de système 1, système 2, puis c'est une belle façon aussi, c'est de faire transférer tranquillement du système 2 vers le système 1 un certain nombre de choses. Puis c'est ça l'objectif, c'est de revenir dans les réflexes quotidiens des gens, qui n'aient plus besoin de réfléchir à ce genre d'action-là, que ça devienne réflexe. Comme beaucoup de choses dans notre société, tranquillement, il y a une somme, mais ça prend des années avant que les gens traversent d'un à l'autre parce que c'est des changements d'habitude, c'est long, c'est lent. Et là, je vais citer ce qui avait été mentionné sur le panel du B-Side. Les bœufs sont lents, mais la terre est patiente. Faut amener tranquillement vers ce chemin-là. Faut pas s'énerver parce que ça va pas à notre vitesse. Il faut toujours trouver des stratégies et être persistant. Parce que si on change de stratégie constamment, ça va étourdir les gens et ça laissera jamais les gens de passer du système 2 au système 1. Ils vont toujours être en système 2, puis ils vont toujours nous haïr parce qu'en système 2, on n'est pas fait pour fonctionner de cette façon-là. C'est pas le système normal. C'est le système qui même s'il devrait être l'exception à certains égards, ou du moins dans un certain nombre d'emplois. Donc, c'est d'amener les gens tranquillement à absorber ce genre de choses-là. Puis l'autre aspect aussi, puis c'est le second point de l'étude, c'est l'incertitude ou qui fait quoi. Puis ça, ce que je vois dans les organisations, c'est jamais clair. Où on a un groupe de sécurité, mais lui-même sait pas ce qu'il fait. Personne ne sait vraiment ce qu'ils font, c'est quoi la portée, c'est quoi le périmètre. Et en cyber, le périmètre est effectivement beaucoup complexe à maîtriser. Comme je mentionnais, il y a des responsabilités qui vont être diffuses et il y a des responsabilités qui sont centralisées. Donc, c'est d'être capable de dessiner ces différents aspects-là pour que les gens aient à la bonne place, que sollicitent les bonnes personnes. Puis un peu comme tu mentionnais à Ubisoft, ben là, tu devenais le go-to guy pour ce genre de choses-là parce que tu as utilisé des bonnes stratégies de communication, avec du sucre notamment, pour convaincre les gens puis de voir cette chose-là apparaître et ensuite de commencer à construire ce lien-là et de dissiper une certaine forme d'incertitude sur qui fait quoi et qui est responsable de quoi et de tranquillement. Parce que aussi, tu le mentionnais, on lance de nouvelles responsabilités sur les gens, mais ils veulent pas tout le temps, ou rarement. Ouais, c'est ça. Et je vois beaucoup d'évitement. Là, quand on met des responsabilités, ils vont comme des poissons, ils vont fuir. Fait que t'essayes de... Non, c'est ta responsabilité, mais je vais t'aider. Ça fera pas mal, ça va t'intégrer. Ça va. Puis il y a un aspect aussi, c'est que la gestion, les gestionnaires, et encore une fois, ça part de la direction. S'ils disent, OK, effectivement, c'est des tâches supplémentaires que l'on donne à nos gens, ben, ils peuvent pas s'attendre non plus à ce que le niveau de productivité sur le reste soit le même. T'sais, fait que faut gager ça. La sécurité, elle a un coût, mais aujourd'hui, c'est le coût de faire des affaires. T'as pas le choix. Fait que nécessairement, si je pousse des responsabilités dans la cour des gens, ben, nécessairement, je peux pas m'attendre à ce qu'ils travaillent 40 heures semaine sur tout, sauf la sécurité. Puis la sécurité, tu feras ça dans tes heures en innocent. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Il faut que tu dises, OK, bon, mais là, cette personne-là, nécessairement, une partie de sa tâche, ben, elle va être liée à la sécurité, nécessairement. Fait qu'il faut que je transfère une partie de ses responsabilités actuelles à quelqu'un d'autre, ou, tu sais, que ce soit une embauche ou quoi que ce soit. Puis là, tu sais, on parle justement, tu sais, de la question, c'est, tu sais, l'incertitude, tu sais, ben là, moi, OK, je me retrouve avec ça, à qui ça va, c'est qui va être responsable de cette partie-là, puis à qui je me vais, j'ai des questions, tu sais, fait faut tout que ça soit clair, puis qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, parce que s'il y a d'ambiguïté, c'est parce que tu n'as pas communiqué le message adéquatement. Fait que nécessairement, tu viens de partir, tu viens de te tirer dans le pied, là, ton initiative de sécurité, ben, elle va démarrer plutôt mal. Tu sais, sur mon LinkedIn, là, puis souvent, pour moi, c'est la citation qui est la plus, qui m'aura guidé le plus dans mon parcours de
en lien avec la sécurité là, dans ma carrière. C'est Bruce Schneier qui dit « If you think technology can solve your security problems, then you don't understand the problems and you don't understand the technology. » Fait c'est complètement ça. Faut comprendre le problème avant même de même penser à la technologie. Là. Ouais, c'est ça, tu sais. Fait souvent, les gars de sécurité, ils vont mettre des outils, puis ça va régler le problème. Non. Pour ça, la culture, c'est bien plus important que le reste. Puis, tu sais, moi, j'ai vécu dans des organisations où la culture de la sécurité, par la nature même des activités, c'était comme nécessaire, tu sais, ça veut dire renseignement nécessairement, tu sais, il y a beaucoup de choses que c'est comme, c'est obligatoire, puis c'est comme ça, puis ça va être comme ça. Fait que, tu sais, c'est sûr que pour moi, ça a été un clash quand je suis tombé dans d'autres milieux, là, tu fais, oh, OK, ouais, on est complètement ailleurs en termes de vision, tu sais, puis bon, là, les besoins d'affaires passent en avant. Tu sais, quand ton besoin d'affaires, c'est la sécurité, ben, nécessairement, tu vis pas dans la même logique. T'sais. Fait que quand je suis tombé dans des modes où le besoin d'affaires est complètement ailleurs, il faut il y a un ajustement à faire. Mais ce qui n'empêche pas que il y a quand même des bases avec lesquelles il y a des vases concomitants, là, essentiellement, que tu peux pas t'attendre à ce que quelqu'un prenne soin de ses données au quotidien si tu n'expliques pas le comment, le pourquoi, là, avec qui si tu as des questions, puis nanana. Fait que cet espace-là d'incertitude, si tu le réduis pas, ben attends-toi pas à des résultats qui soient top-notch. Ouais, puis les gens ont tendance à s'en foutre un peu quand ils comprennent pas pourquoi. Ils vont juste faire comme c'est pas grave. Puis bon, après, j'assumerai ce qui va suivre après parce que j'ai pas compris. En même temps, je trouve ça amusant que tu aies passé d'un emploi où il y a une culture très forte de sécurité et de cybersécurité incidemment à sortir dans le civil où cette culture-là, elle est inexistante ou absolument pas là. Et de réussir à passer d'un à l'autre, ça doit être quand même un clash assez important. Parce que j'avouerais que ça a été une période d'adaptation, là, tu sais. C'est une stress. Puis tu sais, des affaires comme moi nécessairement, tu sais, quand on manipule la donnée en renseignement, nécessairement, tu sais, ça te demande des niveaux d'accès. T'as-tu le bon niveau d'accès? En business, là, c'est comme souvent, tout le monde a le même niveau d'accès. Pour moi, je suis comme oh my God. On parle même pas de. Ouais, puis c'est même pas de niveau d'accès parce que t'as beaucoup de need to know, t'as beaucoup de contextes très différents dans le renseignement qui contrôlent davantage le flux de l'information. Et d'ailleurs, on a vu des problèmes, les fuites qu'on a connues aux États-Unis, par exemple, sont des problèmes de justement mauvais contrôle, même dans des institutions gouvernementales avec une très grande culture. Le contrôle, des fois, a glitché, puis ça a permis des fuites très, très importantes d'informations qu'on a vues aux États-Unis. Dans ce cas-ci, qui ont amené à des situations un peu embarrassantes. Mais effectivement, la culture fait partie, puis c'est comment de ramener cette culture-là dans nos organisations pour comprendre puis c'est quoi le rôle de chacun. Mais le vrai rôle, pas un rôle théorique comme on fait dans des séances de formation. C'est aussi, j'ai un petit peu de misère avec les kits de formation en cyber parce que c'est comme une espèce de, on va chez le dentiste, c'est pas le fun, on se fait dire qu'on n'est pas bon, qu'on se brosse pas bien les dents, puis ensuite on retourne dans notre bureau, puis tu continues à te brosser les dents comme avant. T'as pas compris le message qui était passé par rapport à ça. On n'a pas trouvé encore en tout cas de véhicule dans ce que je vois généralement qui favorise les gens ou en tout cas une adaptation plus grande et qui est pas genre à contre-courant ou qui n'est pas dans un contexte disons, agressif-ish de passer le message comme quoi, oui, on en fait partie, mais pourquoi on fait partie de la solution? Puis c'est pas de dire que c'est notre faute aussi. Tout le volet, l'humain, le maillon faible, oui, mais non. Puis on revient aussi sur le fait du le PPT, le People, Process and Technology. Mm-hmm. Fait on revient toujours énormément là-dessus. Puis l'avantage du process, c'est que ça clarifie tout. Oui. Quand c'est bien fait. Quand c'est bien fait. Oui, voilà. Quand c'est bien communiqué, etc., bien expliqué. Puis quand tu as pris aussi le input de tes gens. Moi, j'ai vu ça souvent. On essaie de pousser des processus. Là, la personne dit, ça ne représente pas ce que je fais au quotidien. Là. C'est comme, t'es zéro à côté, t'es zéro dedans, là, t'es zéro dans la cible. Fait que nécessairement, tu essaies de pousser de quoi, la personne va dire, excuse, pas ça, là. Pas ça ma vie, là. Fait que, OK, ben, il faut, là, tu sais. Fait que, tu sais, tout ça, là,
Puis je te dis, là, je l'ai pas vu 100 fois, je l'ai pas vu une fois. Tu sais, essayer de pousser des affaires par le haut sans parler à personne. T'es comme, voyons, tu sais, qu'est-ce que tu t'attends, là? C'est sûr que ça va foirer, là. Tu sais, les statistiques sont claires, hein? Les changements au sein d'une organisation, dans 70% des cas, ça foire. Là, je parle, tu sais, de changements at large, là, tu sais, pas juste technologique, là. Tu sais, fait que nécessairement, si tu prends pas, là, tu mets pas les efforts en amont pour dire, regarde, là, je vais pousser des changements au sein des façons de faire dans l'organisation, mais nécessairement, tu vas te retrouver dans le 70%, là, ton 30%, là, c'est ceux qui prennent ça au sérieux, qui mettent des efforts, puis qui, tu sais, qui anticipent comment ça peut mal aller, puis comment ça peut bien aller aussi. Il faut que tu fasses ce travail-là de réflexion. Faut que toi-même, en tant que gestionnaire, tu ailles te placer dans le système 2. C'est ça l'affaire. Tu sais, là, moi aussi, il faut que je fasse un effort. Ben oui. Ça arrivera pas tout seul, là, ça arrivera pas, tu sais, puis, tu sais, des détracteurs, tu vas toujours en avoir. Mais ces gens-là, ils ont peut-être de quoi d'intéressant à dire. Pas parce que les gens critiquent que c'est mauvais, là, tu sais. Ben, c'est pas parce qu'ils critiquent que c'est mauvais, puis à ça, il faut aussi ramener le fait que, faut les écouter, là, ça c'est une chose, mais il faut acter par rapport à ça, puis il faut analyser ces critiques-là parce que ça peut cacher soit des malaises organisationnels, ça peut cacher des malaises individuels, ça peut cacher beaucoup de choses, ces critiques-là. Et en faire sens, et là, ça demande de la réflexion, faut faire sens à ces critiques-là pour amener plus loin, puis on n'appliquera probablement pas l'ensemble de ce qui est dit parce qu'il y a généralement des critiques qui sont juste basées parce que la personne veut juste pas changer, elle veut résister pour résister ou elle exprime d'autres malaises. Mais si on comprend les vrais malaises qui sont en dessous de cette critique-là, qui dans la technicalité du processus n'a pas d'effet, mais au moins sur l'individu, on va être capable de l'encadrer davantage et on revient sur le travail d'encadrement du gestionnaire. C'est un vrai travail. C'est pas simple. C'est pas parce que tu connais le contenu, tu vas être capable de faire un travail de gestion. C'est très difficile, le travail de gestion. Moi, personnellement, je l'ai refusé de le faire, le travail de gestion, parce que je me sens pas à la hauteur de faire ce genre de travail-là, parce que je serais pas un bon travail de gestion. Même si je suis un très bon professionnel dans mon domaine, c'est que c'est un n'égale pas à l'autre. Mm-hmm. Le gestionnaire doit amener le message et ramener les brebis, que je veux comme un bon berger, de ramener les brebis et de réussir à faire quelque chose. Puis en cyber, on n'est pas bon, ça aussi. En communication, on n'est pas bon. On n'est pas bon dans grand-chose, à part dans la technique pure, là. Puis même encore là. Puis moi, tu vois, je suis moins bon dans le technique. J'ai espéré développer tout le côté gestion, culture, leadership dans ce domaine-là. Moi, c'est là que j'ai tapé. Je me suis dit, OK, je vais essayer de devenir meilleur de ce côté-là. Je pense que je l'ai réussi, disons, sensiblement, tu sais, à certains égards. Mais c'est un travail d'une vie. Puis, tu sais, ça, je vais lancer une pierre à beaucoup de gestionnaires. Puis, je n'ai aucun problème à le défendre. Mais, tu sais, des gestionnaires que la dernière fois qu'ils ont ouvert un livre, c'était en 1995, là. Ce serait bon de regarder ce qui se fait du côté de la gestion puis faire de la formation continue. Parce que la réalité, là, c'est qu'il y a beaucoup de gestionnaires qui ont eu leur MBA, qui ont fait moi, je suis un gestionnaire, puis que ils ont l'expérience en gestion, mais qu'ils n'ont jamais regardé ce qui se fait dans les nouvelles façons de gérer, puis les nouvelles recherches qui ont été faites. Fait que, tu sais, moi, je me suis retrouvé là, des fois là, dans des situations où j'étais le seul gestionnaire là, qui avait comme regardé là, essentiellement ce qui s'était fait dans les 5 dernières années sur des façons de faire ou des problèmes d'affaires ou des choses comme ça. Mais t'es comme mais là, si vous faites là, le gang, là, on n'arrivera pas, on n'avancera pas là, si vous êtes encore dans vos vieilles façons de penser. Là, puis je comprends encore une fois, c'est un effort. Fait que, tu sais, c'est pas en gérant ton quotidien puis que, tu sais, moi, j'ai pas de feu de mon bord puis j'attends mon bonus annuel puis blablabla que ça va se gérer. Non, ça te prend un effort supplémentaire pour dire, OK, c'est quoi qui se passe dans mon domaine qui pourrait être peut-être plus impactant que ce que je fais là. Mais c'est sûr que ça arrivera pas tout seul.
Ouais, ben, c'est un domaine de connaissance en soi. C'est pour ça que la gestion, moi, je n'y vais pas parce que c'est un domaine de connaissance en soi dans lequel j'ai pas le temps de m'investir pleinement. Et toi, tu t'investis énormément dedans parce que, justement, t'apprends pas ton diplôme il y a 15 ans puis tu gères comme ça. Comme moi, si je faisais ça dans mon domaine, je serais pas capable d'avancer parce que j'aurais déjà dépassé ça fait longtemps. J'avais eu une question sur le panel WinCyber la semaine dernière qui était très intéressante sur le AI. Puis dans ce contexte-ci, c'est très intéressant parce qu'il disait, la personne qui posait la question, son préambule, c'était les médecins on est capable de savoir quelle année ils ont obtenu leur diplôme sur la base de quel antibiotique ils vont prescrire. Parce qu'ils arrêtent d'apprendre à un moment donné, de par le flux d'informations, parce qu'ils ont trop d'informations qu'ils sont pas capables de synthétiser. Ça, c'est une chose. Et il y a beaucoup de médecins aussi, ils ont leur diplôme et ça arrête là aussi. Donc, ils font juste pratiquer à partir de d'où ils ont arrêté d'apprendre réellement, ou là, du fait de juste le quotidien, même de leur travail. Donc, j'avais tout ça très intéressant de cette remarque-là. Il avait justement observé ce type de comportement-là et il est allé un peu plus loin. Il disait que les médecins, généralement en périphérie des grands centres, avaient tendance à figer beaucoup plus rapidement sur ce qu'ils avaient appris parce qu'ils sont pas exposés à leurs pairs qui, eux, continuent à avancer ou certains continuent à avancer. Donc, il y a un effet de groupe aussi au niveau des médecins. Bref, pour amener à la gestion, c'est pas parce que tu as appris il y a 15 ans une façon de gérer qu'elle n'a pas changé, qu'elle n'a pas évolué, que les structures n'ont pas changé. Donc, il faut continuer à raffiner son habileté de gestion. Et ça devient une habileté principale. Puis c'est ça encore là que les gens ne maîtrisent pas. Ils pensent que gérer, c'est juste comme secondaire par rapport à ce que je fais. En réalité, c'est le principal. Faut que tu gères. Faut que tu le fasses. Faut que tu t'amènes tes gens ailleurs. Faut sortir le meilleur de chaque personne. Faut que tu les amènes dans un autre contexte parce que malheureusement, je vois pas si souvent que ça dans mes expériences. Ouais, non, non. Puis, je vais dire, tu sais, ça fait partie, puis c'est le troisième point là, tu sais, de l'article, là, ça fait partie un peu du Inspire Action, là, donc c'est le leadership. Tu sais, si tu ne démontres pas que tu veux être le meilleur dans ce que tu fais, c'est difficile de demander aux gens qui t'entourent de les pousser à devenir meilleurs. Tu sais, fait qu'il faut que tu sois capable de dire, regarde, j'essaye d'être un exemple pour vous, là. Maintenant, est-ce que je peux vous demander d'être un petit peu, juste faire un petit peu d'effort? Ben, les gens vont probablement être plus à même à dire, OK, tu sais, je vois bien que cette personne-là, tu sais, elle fait les efforts pour se raffiner. On va peut-être essayer de le faire moi aussi. Là, tu sais, quand tu parles du leadership, ben, évidemment, il y a beaucoup de choses dans le leadership. Il y a une littérature foisonnante autour du leadership, mais probablement que ça, j'ose espérer, en tout cas, que c'est un des aspects. Si t'as quelqu'un qui est assis sur ses deux mains et qui fait jamais rien, ben, nécessairement, si tu vas dire, ben, regarde, moi, ça vaut la peine que je fasse des efforts pour cette personne-là. Peut-être pas. Ouais, notamment. Puis le leadership, ce n'est pas de la gestion non plus. C'est deux choses qui sont distinctes. Ça aussi que les gens, faut démêler. On peut avoir des leaders non gestionnaires ou des leaders qui sont gestionnaires. Et dans une organisation, il faut les repérer, ces leaders-là, parce qu'il y en a qui sont naturellement des leaders qui vont émaner cette espèce d'énergie-là qui transcende ça. Donc, des années à l'organisation à porter le message et d'utiliser cette capacité de leadership-là, notamment en cyber en l'occurrence, donc de les ramener à la cause dans ce cas-ci, ou de se trouver des gens en cyber qui sont capables d'avoir du leadership, ça, qui est un peu plus difficile à trouver, mais quand même qu'on est capable d'arriver. Si les gens, ça les habite, sinon, mais c'est de trouver des façons, parce que comme tu dis, la littérature foisonne, il y a des façons d'apprendre à être des bons leaders aussi. Là. Ça, c'est pas inaccessible. C'est pas genre tu nais avec ça, tu l'as pas. Ça s'apprend. Ça prend encore une fois du temps. Faut le faire. Faut faire les efforts. Faut utiliser le système 2 pour y arriver. C'est pas le fun. C'est pas agréable. Mais le leadership amène un poids très, très fort. Puis plus le leadership est héros dans l'organisation, plus il est inspirant. On peut voir un exemple donc caricatural du leadership. C'est Steve Jobs est un exemple d'un leader très, très charismatique qui amène ces genres de choses-là. Donc, il a réussi à amener l'ensemble de son entreprise à faire des choses extraordinaires du temps de son vivant parce qu'il y avait cette capacité-là. Par ailleurs, c'est un humain exécrable de façon individuelle.
C'était complètement autre chose. Donc, ça c'est non. Ça maintenant, ça fait plus, ça fait, les choses qui plus arrivent école. aujourd'hui, Ça a évolué, mais de son temps, de ces moments-là, ça s'exprime, mais c'est un excellent leader. Très mauvais gestionnaire. Effectivement. Ouais, non, puis encore une fois, tu as du leadership positif et négatif. Des fois aussi, il faut faire attention. Là, fait que, effectivement, c'est un visionnaire aussi. C'est quelqu'un qui a été capable de voir des choses puis d'instaurer certains éléments de culture au sein d'Apple, par exemple, qui durent encore aujourd'hui puis qui ont probablement fait en sorte qu'Apple a su se démarquer dans un marché particulièrement difficile. Et effectivement, C'était pas un humain agréable. Là. Il y avait tout le temps quelqu'un, je me souviens pas, c'était un journaliste qui avait dit à un moment donné, si tu me donnais le choix entre la vision d'affaires de Steve Jobs ou voyons, on attend de Microsoft, là, j'ai un blanc, c'est Bill Gates. Bill Gates. Ben, pour moi, la vision d'affaires de Steve Jobs me parle un peu plus. Par contre, si tu me demandes à côté duquel des deux je vais être assis dans l'avion, je vais prendre Bill Gates 100 fois. Absolument. Je comprends bien, mais en même temps, l'exemple de leadership est intéressant au niveau d'Apple, puis ce que tu as mentionné, c'est que même après sa mort, son effet de leadership, donc de culture, est encore présent. C'est en train de s'effacer à bien des égards. Là, ceux qui connaissent plus l'environnement, l'écosystème Apple commencent à voir déjà depuis plusieurs années que ça s'effrite parce qu'il n'y a plus personne qui porte ce leadership-là, cette culture-là dans l'organisation. Donc, elle s'effrite, elle se corporatise, donc elle devient de plus en plus une bureaucratie standard comme on a tendance à voir. Donc, mais l'exemple, c'est toute l'importance que le plus haut leader, le plus haut chef de l'organisation doit être un leader et doit descendre ces messages-là vers le bas autant que possible et donc de porter cette vision-là puis d'y croire pour vrai de façon authentique. Et ce qui n'est pas tout le temps le cas là, par ailleurs. Oui, c'est ça. L'authenticité, pour moi, ça parle beaucoup. C'est la question de est-ce que tu crois à ce que tu dis? Ça là, ça a l'air de rien, mais ça paraît. Les gens sont capables de lire si le message, là, c'est du corporate bullshit ou c'est vraiment, OK, cette personne-là, il tient pour vrai, là, parce que ça fait partie d'une vision, puis il y a quelque chose qui est solide. Fait que, en partant, là, si on parlait tantôt encore de la com, si t'es comme, faut que je le fasse, moi le faire, puis fait que là, en passant, on va faire ça, parce que c'est sûr que les chances que les gens y adhèrent sont minimes. Si tu y crois, si tu penses qu'effectivement c'est porteur, puis que ça amène quelque chose qui est une plus-value pour l'organisation, il y a des mots de bonne chance que ça passe beaucoup mieux comme message, puis que les gens, au final, fassent comme OK, ça fait du sens. Fait que, parce que sinon, tu y arriveras pas. Puis je le vois souvent, là, la différence dans le message qui est du corporate bullshit, puis qui est du OK, ça fait partie de la vision, là, c'est clair. Et puis, des gens qui y croient pour vrai, généralement, ben là, je vais parler dans le domaine de la sécurité, mais ça va avoir des effets qui vont être beaucoup plus pérennes, avec des coûts beaucoup moindres à mettre en place. Là, parce que c'est ça aussi, là, quand tu as un impact réel, ben, tu le vois que ça effectivement, ça engendre de la transformation, puis que les gens s'alignent, puis que là tu es capable de faire en sorte que, bon, ben, OK, pour faire la même chose maintenant, ça me coûte moins cher. Tandis que si tu y crois pas pantoute, puis que les gens vont ouais, ça va te prendre des années pour te rendre à ta cible, puis nécessairement, ça va te coûter une fortune. Absolument, puis c'est d'où l'importance. Ça, puis c'est souvent négligé le leadership, malheureusement, là, comme quoi les gens pensent que les gens sont. Ça revient toujours un peu, puis je le mentionnais précédemment, le fait qu'on pense que les employés, c'est des drones qui sont mécaniquement ou des robots ou un peu de taylorisme un peu extrême. Dans les bureaucraties, c'est pas du taylorisme, on est des humains. On revient sur le premier point, faut connecter à travers les humains. Faut enlever l'incertitude, puis il faut que ça soit bien géré, bien mené par un leader qui est capable de descendre le message. Et comme tu le dis,
les gens ont un détecteur quand ça sent, Ouais. ça sent Ouais. pas l'authenticité, là, puis les gens, puis ils n'y adhèrent pas, puis l'écoute arrête automatiquement, puis les gens se décrochent de ça, puis avec le temps, vont arrêter de littéralement écouter tous les messages. Fait que si c'est juste tout le temps des messages de cette nature-là qui circulent, c'est pas bon parce que ça vient briser, puis c'est long à rebâtir cette confiance-là, que le message est authentique. Même s'il est authentique, puis ça fait des années qu'il l'est pas, ben bon, ça va donner un effet négatif à plus long terme. Et tu parlais de ça tantôt, les gens sont intelligents. Là, fait que le détecteur à bullshit, souvent, il est assez élevé. Là, fait que si tu commences à avoir des messages, puis tu y crois même pas toi-même, les chances que les gens y croient sont à peu près nulles. Là. Fait que il faut que tu sois convaincu de tes affaires, puis des fois, tu sais, être convaincu, ça veut pas dire que les autres le sont non plus. Fait que là, ça aussi, là, tu sais, ça veut dire tu auras peut-être un travail de pèlerinage à faire. Souvent, tu sais, les gens me demandent si bon, je veux mettre en place de la sécurité par quel bout je parle, par quel bout je pars, pardon. Ben, tu sais, c'est plate, mais là, faut vraiment que tu commences par dire, OK, faut que tu. Un des aspects, c'est qu'il faut que tu le mettes comme étant un élément de la vision à atteindre. Ça, c'est nécessairement, ça passe par du discours, de la façon dont tu pousses des idées, parce que tu tombes dans un aspect d'abstraction qui est tellement élevé, là, parce que la sécurité de l'information, c'est dans un domaine d'abstraction là, pur et dur pour la vaste majorité des gens. Fait atteindre un objectif qui est abstrait, là, bien difficile à vendre. Fait que si tu ne le mets pas en marché adéquatement, puis que tu ne l'expliques pas adéquatement, les chances que ça commence bien, là, ça va être difficile. Fait que t'es mieux de mettre plus d'efforts au début, puis dire, OK, bon, ben voici, on le met vraiment comme un objectif, puis voici des jalons, puis voici, tu sais, puis que t'es convaincu de ton affaire, ben tes chances de réussite vont être nécessairement plus élevées. Là. Surtout, c'est ça, dans un niveau, dans quelque chose qui est abstrait. Attention de, je dis mettons, là, puis je vais parler d'un truc qu'on voit souvent. Ah, idéalement, on veut se rendre à ISO 27001. Qu'est-ce que ça me donne, moi, mon quotidien, ISO 27001? Là, moi, je suis en train de te visser des boulons au bout. Là, qu'est-ce que ça fait? Là, fait que... Oui, ben c'est ça. Là, faut ramener que, puis quand on parlait de baliser le message ou mettre le message au bon niveau, faut que la personne qui vient visser des boulons à tous les jours, ben faut que ça lui parle. Et s'il n'a pas à être impliqué dans la communication, ne l'impliquez pas parce que ça va y envoyer une surcharge pour rien. Si c'est pas utile, communiquez pas à des personnes que c'est pas utile parce que ça va créer une forme d'irritation inutile chez ces gens-là. On retourne en arrière, on va pas à la bonne place. Là, je parlais, puis pendant que tu parlais, j'ai eu l'image de Microsoft qui, à la fin des années 90, a fait un virage de culture très important au niveau de la cyber, justement parce que les systèmes d'exploitation à cette époque-là, c'était la risée, c'était vraiment n'importe quoi au niveau de la cyber. Et les gens en cyber, justement, riaient beaucoup de Microsoft parce que c'était médiocre, c'était même poli à ce moment-là. Ils ont fait le virage. Ça a eu des impacts très, très importants. Tout ce qui s'en est suivi ont énormément amélioré leur façon de faire. Ils ont énormément amélioré, sont même devenus dans certaines places des exemples dans le milieu de choses à faire et les choses à éviter. Donc, on le voyait tous. Fait qu'ils ont même partagé cette expérience-là. Et dans les dernières années, il y a eu un affaiblissement de cette culture-là. Parce qu'avec le temps, les porteurs de cette culture-là n'avaient pas le même impact business et ils n'avaient plus l'impression que c'était un moteur d'affaires important, la cybersécurité à ce moment-là. Donc, culturellement, ça s'est affaibli tranquillement jusqu'à ce qu'il y ait des incidents plus récents où ça les a refouettés et ça leur a remis en place et remis à très haut niveau. Puis ils ont même des indicateurs de gestion, ils ont même des communications, ils ont remis un paquet de mécanismes en place de gestion notamment et d'organisation qui favorisent l'adoption de la culture pour revigorer cet élément-là ou cet affaiblissement-là de cette culture-là. Fait que c'est pas parce que tu l'as fait dans la fin des années 90 parce que t'étais la honte que ça va être éternel. Ça aussi, ça va tendance à diminuer si c'est pas entretenu. Si les KPI sont plus là, ben tranquillement, les choses vont être dans d'autres directions. Donc, de réduire tranquillement la culture. Et là, on le voit, le nouveau retour d'effort, ben c'est bien parce que les produits recommencent à devenir
ce qu'ils étaient au début des années 2000 jusqu'à donc toute cette réaugmentation de sécurité qui est à un niveau beaucoup plus intéressant que ça l'a été dans les dernières années où ça s'était affaibli par manque d'intérêt là, ultimement. Là. Ouais, puis c'est quand même ouais, tu sais, souvent comme une auto, tu sais. Si tu l'entretiens pas, à un moment donné, elle va aller mal. Là. C'est plus compliqué que ça, là. Il faut que tu encore une fois, que tu fasses des efforts, que tu t'assures que ça c'est idéal. Si on peut-tu l'ajuster? Y a-tu des éléments? Ça implique de se poser des questions, ça implique d'aller parler à des gens, ça implique, nécessairement, là, c'est pas facile, encore une fois. C'est pas parce que je pense à justement, du temps que je tenais les services de renseignement. Oui, il y a une culture de sécurité très forte. Mais est-ce qu'il y aurait des choses qui auraient pu être améliorées? Absolument. Puis, tu sais, je suis pas pour lancer la pierre, mais moi, jamais personne n'est venu me poser des questions sur ton travail de sécurité au quotidien, là, comment ça va, puis quels sont les enjeux qu'on pourrait. Jamais personne me poser cette question-là. Là, alors que moi, j'en voyais clairement là, des endroits où on aurait pu s'améliorer sans nécessairement mettre beaucoup, beaucoup d'argent. Il y a des petits enjeux, des fois que je sais, ça serait peut-être intéressant qu'on se questionne. Puis même, je me souviens d'avoir fait monter des trucs à mes patrons de l'époque en disant, regarde, moi j'ai vu ça, peut-être se poser des questions, mais bon, après ça, ça c'est un autre truc aussi, vous avez quelqu'un qui s'intéresse là, d'un coup, qui vous dit, hey, ça, là, je suis pas sûr. Engagez le dialogue. Laissez-les pas suspendus, genre, j'ai monté de quoi, puis après ça, il n'y a plus rien qui arrive. J'ai monté de quoi, puis on n'en donne jamais de feedback, puis là, la personne va voir ce que ça donne, moi, que je fasse de quoi, ça monte, puis j'en ai jamais aucune idée. Non, encore une fois, fais l'effort, va lui dire, hey, bon point, je l'ai mentionné, malheureusement, c'est pas dans les priorités actuellement pour telle raison, mais sache que c'est dans le backlog, puis éventuellement, ça va être là. Ah, OK, cool, thank you. Ça a pris 10 secondes. D'ailleurs, personne n'a pas l'impression de travailler dans le beurre. Là. Personne n'a l'impression de dire, OK, bon, mon point de vue, il y a eu de l'impact. Oui, ben c'est ça. Les gens sont intelligents, puis comme tu mentionnes, il faut les empower. Fait que il faut leur donner la capacité d'avoir un impact sur leur environnement. Puis si on leur donne les outils justement de rétroaction qui permettent d'avoir un impact sur leur environnement, ben ils vont être d'autant plus prompts à adopter les futurs changements parce qu'ils se sentent écoutés. Fait que les humains aiment bien ça, aiment beaucoup ça, se sentir écoutés. Et dès lors, ça l'amène cet élément-là d'amélioration continue qui se fait tout seul. Et culturellement, il faut que ça soit maintenu dans l'organisation, ces éléments-là, pour que les gens contribuent tous à l'élément de cyber qu'on veut faire, comme la culture, pour l'exemple de Microsoft. Quand ça commence à moins arriver du haut, tranquillement, les rétroactions se coupent, les gestes ça ne mènent plus à rien. Il n'y a plus de rétroaction positive qui permet de dire oui, c'est bien, ou tu fais bon ton travail, ou les indicateurs et tout ça. Donc, tranquillement, ça vient s'effriter à une situation on prend l'exemple de Microsoft qui les a amenés à des failles assez majeures dans les dernières années. Donc, on voit ça se refaire comme ça et c'est un travail de tous les jours, là, essentiellement. Ouais. Puis, c'est d'autant plus important là avec justement la série d'outils qui sont poussés à l'intérieur des organisations. On parlait de l'IA. L'IA, rentre partout avec dans beaucoup de cas, pas de plan. Là, genre, hey, t'as un outil, puis travaille 2 fois plus. C'est un peu là, tu sais. Ça arrive pas de même, là, tu sais. Puis, ben beau de donner un outil à quelqu'un, mais après ça, si il donne pas encore une fois les capacités de l'utiliser, ben il sera pas meilleur. Là. Fait que tout ça, tu sais, je pense que cet article-là, d'un point de vue, disons, global, là, tu le lis et t'es comme, tout ça fait du sens, tout ça. J'ai essayé d'utiliser ce terme-là, mais c'est du gros bon sens, là. Et l'affaire étant, c'est que quand tu regardes au quotidien, bon nombre d'organisations sont même pas rendues là. Sont même pas rendus à appliquer le gros bon sens, entre guillemets, dans leur gestion. Puis je dirais même pas dans leur gestion, de la sécurité, dans leur gestion
de base, là, tu sais. Parler à tes gens, leur demander comment ça va, tu sais. Fait que c'est sûr que là, quand tu avances, tu t'ajoutes un élément de plus, qui est la sécurité, puis t'as pas le choix de faire parce que, encore une fois, cost of doing business. Puis tu te lances là-dedans, que t'es pas nécessairement super bien accompagné, que t'as, mettons, 1 ou 2 personnes dans ton organisation de 600 qui est responsable de ça. La réalité, c'est que ça va faire mal, tu vas vraiment brûler du monde, puis tu vas te casser les dents. Puis ça aussi, on le voit là, beaucoup dans le milieu de la sécurité, le taux de burn-out est très, très, très élevé. Ben, je pense que ça, c'est en partie tributaire de cette situation-là. Oui, notamment. Puis les articles sont intéressants parce que des fois, ça nous ramène sur le gros bon sens, parce que des fois, on l'oublie, on se perd dans des éléments de complexité où on se fait omnibuler par des objets brillants, comme l'intelligence artificielle est un bel exemple d'objet brillant qui fait déconnecter les gens du terrain, puis de nous ramener. Puis c'est intéressant parce que cet article-là que tu as partagé en juin, oui. Et qu'on enregistre en octobre, qui me permet justement de ramener ce retour aux bases. Puis c'est souvent ça qu'on oublie. On se perd longtemps dans des grands éléments philosophiques, quand on devrait peut-être revenir souvent plus aux bases puis les couvrir davantage pour nous aider à aller plus loin à ce sens-là. Je te remercie énormément pour ce partage-là. C'est toujours très plaisant, ces conversations-là, parce que on a un bon initiateur de sujet. Puis après ça, on est capable de ramener nos expériences puis pouvoir enrichir ce sujet-là dans lequel on partage. Merci à toi.